Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire RéseauBlog, cette fois-ci consacré à la technologie multi-gigabit Ethernet. Donc aujourd'hui, je vous expliquerai un petit peu ce qu'est cette technologie. Nous avons fait quelques annonces la semaine dernière à Cisco Live. J'avais la chance de pouvoir être présent à San Diego. 25 000 personnes étaient présentes à cet événement, c'était assez impressionnant, avec toujours de nombreuses annonces, beaucoup d'enthousiasme. Et côté switching, donc de nouveaux switches, de nouveaux matériels qui ont été dévoilés. Et je propose du coup, pendant l'heure qui vient, rapidement d'expliquer cette technologie multi-gigabit Ethernet et puis de vous expliquer comment les impacts, comment ça va se décliner dans nos produits. Et j'en profiterai également pour vous montrer quelques petites autres nouveautés qu'on a annoncées la semaine dernière. Donc je vous rappelle, les webinaires RéseauBlog sont essentiellement des webinaires technologiques. Je sais que vous êtes quand même très intéressés par les avancées produits également, donc j'ai profité de l'occasion pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait de nouveau. Alors cette fois-ci, je vais utiliser pas mal de contenu de deux collègues qui sont Dave Zaks, un Distinguished Engineer chez Cisco, et Peter Jones, qui est un Principal Engineer, donc côté ingénierie. Et Peter Jones est très impliqué sur tout ce qui va être avancé, standardisation, et bien du multi-gigabit Ethernet. Voilà. Donc le contenu complet de leur présentation est disponible sur le portail Cisco Live. C'est la présentation BRK CRS 3900. Donc, pour avoir l'ensemble de leur contenu. Donc là, j'ai vraiment essayé de simplifier, déjà pour tenir en 1 heure, et puis parce que pour se concentrer sur multi-gigabit Ethernet, parce que là, ils sont allés un peu plus loin sur la partie, sur les avancées d'Ethernet. Voilà. Je posterai l'enregistrement sur le blog comme d'habitude, en espérant que tout se passe bien. Et je vous propose de commencer tout de suite cette présentation avec cette fois-ci l'agenda suivant. Alors, pour les questions, vous pouvez poser vos questions dans le Q&A, dans la fenêtre questions-réponses. N'utilisez pas le chat. J'ai Tao Le Tien qui est avec moi aujourd'hui et qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans la fenêtre Q&A. Dans tous les cas, à la fin de la session, je passerai un petit peu de temps pour regarder les questions et éventuellement y répondre. Voilà. Alors l'agenda pour cette session, pour ce webinaire est le suivant. Tout d'abord, je vais revenir sur l'élément déclencheur. Ce qui nous a fait travailler sur multi-gigabit Ethernet, c'est le 802.11ac vague 2. Vous en avez peut-être entendu parler. Je reviendrai brièvement sur cette technologie et ce que ça implique sur le réseau filaire, le réseau Ethernet. Après, je vous parlerai de la solution multi-gigabit Ethernet dans les grandes lignes et surtout comment elle se décline dans nos produits. Quels sont les nouveaux switches pour supporter cette technologie multi-gigabit Ethernet. Ensuite, succinctement, on verra les exemples d'utilisation. On verra que ça va au-delà du Wi-Fi, notamment de ce que je peux voir avec les nombreux clients avec qui j'ai la chance de discuter. On verra un petit peu comment on va pouvoir utiliser cette technologie. Un petit peu plus tard, on regardera un peu plus en détail le multi-gigabit Ethernet, notamment la partie standardisation, interopérabilité, et puis également comment ça fonctionne dans le détail, sans rentrer non plus trop dans le détail. Et je terminerai avec, je vous l'ai dit, je profite de l'occasion, comme ça sera un webinaire assez court, enfin je dis souvent ça, mais cette fois-ci c'est promis, je vous donnerai quelques autres nouveautés sur le Switching Campus. Et je commence sans tarder sur le 802.11ac OF2. C'est vraiment un petit peu ce qui a commencé les travaux autour du multi-gigabit Ethernet. Alors le 802.11ac OF2, c'est quoi? C'est, on va dire, la dernière étape de standardisation du Wi-Fi, enfin la plus récente. Il y a des futures étapes, j'en parlerai tout à l'heure.
c'est la plus récente. On est en 802.11ac. Je pense qu'on a une ratification l'année dernière, en décembre 2014. On a eu une certification de la norme un petit peu plus tôt, avec des produits 802.11ac Wave 1 qui sont arrivés sur le marché plutôt courant 2014. Et le 802.11ac Wave 1, pour rappel, c'est jusqu'à, on va dire, 1,3 gigabits par seconde par AP, hein, ce qui va faire en bande passante utilisable pour la partie utilisateur, donc le trafic qui va remonter de l'AP au switch, ça fait environ 1 gigabit par seconde parce qu'on a, on va dire, 70-75% de la capacité qui est utilisable réellement. Donc ça, c'était le 802.11ac Wave 1. Là, on est dans l'étape suivante, c'est la vague 2, qui est en cours encore qui sera certifiée prochainement. Et vraiment, la problématique, et ça, il faut vraiment bien le comprendre, quand on parle du 802.11ac, du gigabit Wi-Fi et d'aller au-delà du gigabit, beaucoup me disent, oui, mais moi, je n'ai pas besoin du gigabit sur mon poste de travail. Et vraiment, la problématique autour de cette augmentation de débit est pas tellement, finalement, le débit, c'est de la densité. Et finalement, on a parfois du mal à faire passer le message, mais c'est important de comprendre. C'est pas qu'on a besoin forcément de plus de débit, c'est que finalement, sur une même cellule, derrière un même access point, on a un nombre d'équipements qui augmente considérablement. Hein. Alors, traditionnellement, on avait les postes de travail, après on allait tout ce qui va avec, les tablettes, les iPhones, enfin les smartphones, et puis maintenant on voit qu'il y a une pléthore d'équipements qui se connectent, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de bandes passantes, mais qui a besoin de connectivité. Et finalement, comme c'est un média qui est partagé, à chaque fois on a besoin un petit peu de temps sur le média, et du coup ça va consommer, hein, ça va impacter tout le monde. C'est de la bande passante partagée. C'est vraiment le message clair. Donc forcément, on a besoin de plus de bandes passantes pour connecter plus de monde sur une même cellule. Donc ça, c'est le message clair. Alors comment on va faire, comment on va augmenter cette capacité? C'est quoi le 802.11ac? C'est plusieurs points qui nous permettent d'augmenter cette capacité. On va dire environ 80% d'augmentation de la capacité comparée à la Wave 1. Ça se fait notamment par ce qu'on appelle le multi-user MIMO. C'est la possibilité via des interférences positives ou négatives au niveau des transmissions de signaux, de transmettre en simultané à deux utilisateurs différents des signaux. Hein. C'est-à-dire on va pouvoir envoyer un signal à A et un signal à B en même temps, parce qu'on sait que dans le spectre, eh bien, le signal de A n'ira pas vers B. Pourquoi? Parce qu'on aura orienté le signal vers la personne A et on pourra en même temps du coup transmettre un signal vers la personne B. Hein, ça, c'est un multi-user MIMO qui va nous permettre de multiplier le nombre d'éléments qui sont transmis à différentes personnes. Le deuxième point, eh ben, c'est d'augmenter la taille des channels. Hein, c'est-à-dire, on était en 40 MHz sur le 802.11n, 80 MHz sur le 802.11ac Wave 1. Sur le Wave 2, on peut aller jusqu'à 160 MHz. Hein. Donc forcément, on augmente la taille de la route, il y a plus de voitures qui peuvent passer. C'est aussi simple que ça. Et puis après, le nombre de spatial streams, on peut avoir jusqu'à 4 spatial streams pour transmettre plus de signaux également en même temps. Donc tout ça, ça nous permet d'augmenter la capacité Wi-Fi et de dépasser largement le gigabit. Alors si on regarde les capacités Wi-Fi, alors ce qui est intéressant, c'est de voir les capacités maximum théoriques, les capacités moyennes, les capacités réelles. Tout ça pour dire que cette année, eh bien, on commence à dépasser le gigabit.
Et ça va continuer avec la deuxième vague donc, du 811AC. Et le 811AC Web2, c'est pas la dernière étape. On commence déjà à travailler sur les standards suivants. On parle de 811AX qui pourrait venir en 2019, où là, on augmenterait encore, on multiplierait encore par 4 la capacité disponible par access point. Donc forcément, le fait de dépasser le gigabit, eh bien, ça va avoir des impacts sur le réseau filaire, comme vous pouvez vous en douter. Mais je vais prendre encore un petit peu plus de temps pour vous montrer en quoi tout ça est bien réel. Hein, je passe beaucoup de temps volontairement à expliquer le problème que l'on a, parce que ça va bien, on peut le comprendre rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel point, eh bien, c'est quelque chose de réel et d'important et structurant pour nos réseaux. Alors, si je prends un design réseau classique, hein, avec 3 couches, alors cœur, distribution, accès, ou pour un réseau plus petit, juste une couche cœur, distribution et puis une couche d'accès, hein, en 2 couches, finalement, les postes de travail comme les points d'accès, on va les connecter sur les switches d'accès. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes en termes de distance qui font que qu'on ne va pas connecter les points d'accès sur les switches de cœur. Et puis, on a également des besoins en termes de PoE, parce que généralement, les points d'accès, on est quand même bien content de ne pas avoir à tirer d'alimentation électrique. Hein, c'est pareil pour les téléphones IP et bien d'autres devices, de pouvoir se servir du PoE, PoE+, pour alimenter les points d'accès. Donc, on continue de connecter ces points d'accès sur nos commutateurs d'accès. Et tout ça via des câbles, et les câbles, généralement, ils sont déjà en place, et on va voir justement quel type de câbles sont présents. Alors, le premier challenge que ça soulève, ça on vous en a parlé déjà pas mal de fois, je pense, c'est si la capacité, si le trafic Wi-Fi augmente, finalement, c'est du trafic qui va remonter vers un contrôleur. Vous connaissez les architectures basées sur des contrôleurs Wi-Fi centralisés. C'est du trafic qui remonte vers un contrôleur centralisé. Si finalement tout le trafic est Wi-Fi, on va avoir des problèmes de congestion au niveau du contrôleur, des problématiques où tout est en overlay, avec des difficultés pour avoir des politiques de la COS, de la sécurité cohérentes entre le Wi-Fi et le filaire, parce qu'on ne suit pas les mêmes réseaux. Ça, on a déjà résolu cette problématique-là via notre architecture Converged Access, qui a été, je pense, en 2012, qui a commencé à être disponible et fournie comme une architecture parmi d'autres sur notre architecture, sur notre solution Wi-Fi. On a du central, du Flex Connect, on a du solution dans le cloud et également ici une solution appelée Converged Access qui permet de distribuer le contrôleur Wi-Fi sur le switch d'accès. Et du coup, le trafic du point d'accès ne remonte pas sur un contrôleur central, va pouvoir être décapsulé localement sur le switch d'accès et après, on est directement dans le réseau, on a des politiques de sécurité, des politiques de COS cohérentes avec les autres flux filaires. Voilà. Donc ce problème-là, il est résolu, c'est disponible sur nos 3650, 3850, 4500, SIP 8, avec cette distribution du contrôleur Wi-Fi. La problématique numéro 2, que vous avez bien compris, je pense, c'est si on a plus d'1 giga qui est disponible derrière l'AP, ce lien-là, comment on va faire entre l'access point et le switch, finalement, si on est en gigabit. On a un petit souci. Donc là, on va regarder un petit peu, c'est le but de cette session, c'est de regarder un petit peu comment on va résoudre ce deuxième problème. Le point qu'il faut bien comprendre, parce qu'une des solutions évidentes consisterait à dire, eh bien c'est simple, moi je vais faire, après le gigabit Ethernet, j'ai le 10 gigabit Ethernet.
Le 10 gigabits Ethernet est un standard, 10 gigabits Ethernet sur du BAS-T, hein, sur de la paire torsadée. C'est un standard qui nécessite un câblage catégorie 6A. Et ce câblage catégorie 6A, on le trouve aujourd'hui, il est très minoritaire dans nos infrastructures, dans les bâtiments. On va le trouver dans les data centers, bien évidemment. Mais si je prends la plupart des bâtiments qui sont construits, et encore qui sont construits aujourd'hui, la plupart des câbles qui sont posés, eh bien, on est encore majoritairement en catégorie 6 ou en catégorie 5E. Et sur ces câbles-là, il n'est pas possible de faire du 10 gigabits Ethernet. On a d'autres points qui sont le PoE, etc. Le gigabit Ethernet n'a pas été fait pour faire du PoE initialement, donc il y a d'autres petites choses à regarder, mais le point principal, c'est le câblage. Et si on regarde les pourcentages, catégorie 6, plus de 53%, à côté du 6A qui a seulement 8%. Donc ce que je raconte là, c'est vraiment une problématique qui est réelle. On imagine bien qu'on ne va pas aller dans tous les bâtiments, changer tous les câbles, passer en 10 gigabits Ethernet. On a peut-être des solutions plus intelligentes pour faire une protection des investissements au niveau du câblage. Parce que le câblage, moi j'ai bien compris après avoir discuté avec de nombreux clients que c'était quand même un sujet assez important en termes de coûts, et que les discussions sur les coûts de câblage devenaient de plus en plus importantes. Alors, une autre statistique qui est assez intéressante, c'est le type de port aujourd'hui sur le marché par vitesse. Et on voit que le gigabit Ethernet est encore largement prédominant dans nos réseaux. Alors là, je n'ai pas les pourcentages, mais globalement, on a aujourd'hui majoritairement du gigabit Ethernet et du 100 mégabits Ethernet. Forcément, après, quand on va voir dans les data centers, on va avoir des vitesses largement supérieures. Et bien évidemment, par rapport aux ports qui vont connecter tous les postes de travail et les devices sur nos réseaux, ça représente finalement une plus petite quantité. Si on regarde la tendance, je vous ai donné la répartition du câblage en pourcentage. La question, c'est de dire oui, mais bon, finalement, dans 2 ans, c'est terminé, j'ai du 4.6A partout. Non, c'est pas ce qu'on voit dans les évolutions. On voit qu'on va continuer à avoir davantage de catégorie 6. Les tendances semblent nous montrer que catégorie 6 et catégorie 5E sont encore là pour un petit moment. Alors l'autre point, c'est de dire finalement, est-ce que ce 802.11ac, c'est bien réel, et notamment ce 802.11ac OF2. Là, je vous montre des projections en termes de vente d'AP sur le marché. C'est pas Cisco, c'est global. Donc c'est des prévisions du groupe Dell'Oro qui ont été faites, qui montrent finalement qu'à partir finalement de 2015, donc cette année, on a presque plus d'AP 802.11ac vendus que d'AP 802.11n, avec une majorité d'AP 802.11ac à partir de 2016. Et à partir de 2018-2019, on va dire le 802.11n, il n'y en a plus. Donc ça, c'était le 802.11ac par rapport au 802.11n. Maintenant, l'autre point qui est intéressant, c'est finalement ce 802.11ac OF2, donc cette deuxième vague par rapport à la vague 1. Alors aujourd'hui, on est au début de la vague 1, donc comment dire, la vague 2 va commencer à arriver, notamment l'année prochaine. On pense que ça va commencer à démarrer, 2015, mais c'est seulement à partir de 2016 c'est seulement à partir de l'année prochaine, 2016, qu'on aura, je suis encore en 2014, excusez-moi, c'est seulement à partir de l'année prochaine, 2016, qu'on va avoir une augmentation importante de 802.11ac OF2, et on estime qu'environ 2018, on aura davantage d'AP 802.11ac OF2 que d'AP 802.11ac OF1. Forcément, cette problématique d'augmentation de la capacité, on va l'avoir.
Et finalement, quand on voit les cycles de remplacement d'équipements, eh bien, il faut traiter le problème, on va dire, dès maintenant, parce que c'est pas quand on va changer l'access point qu'on va forcément se reposer la question de savoir, bah tiens, finalement, le switch que j'ai pris l'année dernière, il ne me permet pas de connecter mon access point, j'ai peut-être un petit souci. Donc ces projections, je les partage avec vous, hein, pour que vous compreniez bien que ce WEF2 est bien réel, et cette problématique du câblage catégorie 5, E, catégorie 6, est bien là. Et ça, vous pouvez regarder, vous connaissez bien vos réseaux, vous allez pouvoir regarder le type de câblage que vous avez et comprendre cette problématique du gigabit Ethernet que j'ai abordé tout à l'heure. Donc, ce qu'on veut, ça c'était mon introduction, un peu longue, mais je pense que maintenant c'est clair, on veut faire plus que 1 gigabit par seconde sur des câbles catégorie 5E ou catégorie 6. Voilà. Ça, c'est le besoin. Et ce besoin nous a été premièrement remonté par le Wi-Fi. Et on voit, c'est intéressant, à tel point le Wi-Fi, on voit, vous connaissez notre stratégie d'accès unifié, qui a été reprise depuis par les analystes pour évaluer comparer les différents constructeurs. Mais vous comprenez bien à tel point finalement cette stratégie d'accès unifié bien réelle, parce que ça va être le Wi-Fi qui va avoir qui va nous inciter à modifier finalement nos architectures filaires. Alors, premièrement, l'architecture Converged Access, et puis là, aujourd'hui, le multi-gigabit Ethernet. Alors, regardons de plus près maintenant ce multi-gigabit Ethernet. Sans rentrer trop dans le détail, là, je vais vous montrer globalement ce que c'est et comment on l'implémente dans nos nouveaux produits. L'idée principale, c'est de pouvoir négocier sur les ports des équipements des débits intermédiaires entre le giga et le 10 giga. Notamment, on a des paliers à 2,5 gigabits par seconde et 5 gigabits par seconde. Attention, une des conséquences, ça je reviendrai là-dessus, c'est que sur les ports multi-gigabit Ethernet, on ne supporte plus le 10 mégabits par seconde. Donc c'est 100, 1000, 2500, 5000, 10 000. Donc avec ces paliers à 2,5 giga et 5 gigabits par seconde, eh bien, on estime qu'on a la capacité nécessaire pour remonter les flux Wi-Fi qui pourraient venir de l'access point. Et d'autres applications, j'en parlerai tout à l'heure. La protection des investissements au niveau du câblage. On n'a pas envie de retirer les câbles vers tous les points d'accès. Et donc, on a la capacité de réutiliser nos câbles catégorie 5E, catégorie 6. Catégorie 6, pardon, c'est tout le point du multi-gigabit Ethernet. Le troisième élément, c'est le PoE. Alors, plus que le PoE+, et l'Universal PoE. Il ne s'agit pas d'avoir juste du 10 gigabit, ou du 5 giga, et il faut être aussi capable d'alimenter l'access point. Et sur ces ports-là, on aura le PoE+, parce que avec ces points d'accès 811AC, quand on a 4 spatial streams avec 4 antennes en émission, 4 antennes en réception, et on a besoin de plus de 15 watts. Donc le PoE+, est absolument nécessaire. Et le dernier point, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est en dehors des standards. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur un port multi-gigabit Ethernet, faire du gigabit et du 10 gigabit Ethernet selon les normes actuelles. Donc on rajoute juste des paliers intermédiaires basés sur une auto-négociation entre le switch et l'équipement que l'on va connecter. Alors vous verrez tout à l'heure, je parlerai du prochain standard 802.3 BZ. Oui, c'est une innovation Cisco, mais on ne travaille pas tout seul dans le réseau, sinon on ne ferait pas grand-chose. À un moment donné, il faut pouvoir que l'on discute tous ensemble. Et du coup, vous allez voir que toutes ces choses-là se sont discutées à l'I3E et quelque chose qui s'appelle la NBAST Alliance, mais j'en parlerai tout à l'heure. Regardons un petit peu ce qu'on va pouvoir faire selon le type de câble.
Et tout à l'heure, je vous montrerai un peu plus dans le détail pourquoi on a ces limites. Alors, ce que je vous montre ici, c'est les distances minimum possibles. Si tableau un petit peu compliqué, mais bon, du gigabit Ethernet, on l'aura toujours sur tous les câbles. Alors là, j'ai mis 100 mètres, mais on peut possiblement aller jusqu'à plus de 200 mètres sur ce type de câblage. Le 2,5 gigabits par seconde sera toujours possible. Ça, c'est d'ailleurs la norme vers laquelle on s'oriente parce qu'elle n'est pas encore là. La 802.3 BZ s'oriente vers une validation du 2,5 gigabits par seconde sur tous ces types de câbles. Pour le 5 gigas, ça sera toujours possible sur le câblage catégorie 6, 6A et au-delà. Pour le câblage catégorie 5E, on aura des restrictions. On ne peut pas forcément garantir, on garantira 100 mètres à 2,5 gigabits par seconde. Pour 5 gigabits par seconde, on n'aura pas de garantie. Donc on estime, ça sera plutôt en fonction de la longueur du câble, que jusqu'à 55 mètres, il n'y aura pas de restriction, on y arrivera. Quand le câble sera plus de 55 mètres, ça dépendra du type de câble, comment il est tordu, parce qu'on aura forcément des perturbations entre les paires torsadées. Et donc, on n'est pas certain de pouvoir avoir les 5 gigas quand les câbles sont un peu longs. Pour le 10 gigas, impossible en catégorie 5E. En catégorie 6, on pense l'atteindre quand on aura une longueur inférieure à 55 mètres. Et évidemment, catégorie 6A, oui, on l'a. Voilà. Donc tout ça, de toute façon, c'est des choses qui risquent forcément d'évoluer. Je vous ai mis ça pour référence. C'est plus que vous ayez un peu l'idée. Retenez catégorie 5E, 2,5 gigabits par seconde, catégorie 6, 5 gigas, catégorie 6A, 10 gigas. Et puis après, on pourra un petit peu optimiser en fonction des cas particuliers. Alors, ce multi-gigabit Ethernet, on l'implémente où? On l'implémente sur nos équipements qui portent aujourd'hui la solution Converged Access, c'est-à-dire le Catalyst 4500E, donc solution d'accès modulaire, le Catalyst 3850, premier switch à supporter le Converged Access. On verra qu'on a deux moutures de 3850 qui supportent le multi-gigabit Ethernet et qu'on a annoncé là des nouveaux modules d'uplink. Ça également, je vais aborder ça dans la journée. Et on supporte également ce multi-gigabit Ethernet dans un nouveau switch compact qui est le 3560CX, enfin dans un des 3560CX, comme on a plusieurs 3560CX, dans un d'entre eux, on supporte le multi-gigabit Ethernet qui nous permet, et ça je vous montrerai, d'avoir des nouvelles architectures, des nouveaux types de déploiement possibles. Donc c'est ça, c'est d'un coup, là, annoncé la semaine dernière, on supporte, alors le 3850 est déjà dans le catalogue, les autres également, on a peut-être dans ce que je vous montre aujourd'hui, ne soyez pas surpris, c'est peut-être à une semaine près, mais en gros fin juin, tout est disponible. On a encore d'autres nouveautés qui vont arriver cet été, ça je vous en parlerai certainement à la rentrée. Ne soyons pas trop gourmands, gardons-en un peu pour la suite parce que le rythme des innovations va très vite. Alors, sur le 4500, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti une carte 48 ports, qui va pouvoir fonctionner avec des ports MBIC, qui va pouvoir fonctionner selon différents modes. Hein. Comment on va avoir ces différents modes? En fait, on a introduit un FPGA dans la carte qui va nous permettre un petit peu de répartir la capacité du slot vers différents ports. Alors le premier mode, on est dans un mode
je les ai pris dans le désordre. Alors, je vais le prendre dans l'ordre, ça sera peut-être plus simple pour vous que vous puissiez comprendre. Le premier mode, c'est un mode dans lequel on a 48 ports 1 giga et les 12 premiers ports sont utilisables comme des ports mGig. Après, sur un 4500E, la capacité du slot est de 48 gigas bits par seconde. D'accord? Donc, bien évidemment, on est dans un mode dit oversubscribed, parce que si sur tous vos ports giga, du port 13 au port 48, vous utilisez 1 gigabit, eh ben, les 12 premiers ports, vous n'allez pas pouvoir avoir plus que 1 giga. Vous allez avoir, il va vous rester 12 gigabits par seconde pour 12 ports. Donc on est dans un mode dans lequel, oui, vous pouvez avoir plus que la capacité, oui, vous pouvez avoir plus qu'un gigabit par seconde par port, mais par contre, la capacité au total, vous aurez de l'oversubscription. Le deuxième mode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les ports du port 13 au port 24. Donc vous allez pouvoir faire fonctionner sur les 12 premiers ports en mGig et les 24 derniers ports en 10/100 000. D'accord? Ce qui va vous permettre, eh bien, de garantir un petit peu plus de bande passante pour les ports mGig. Et le dernier mode, c'est un mode de performance dans lequel, eh bien, on a uniquement les 12 ports mGig qui sont activés. Comme ça, on est sûr d'avoir la capacité maximale sur ces ports. Alors, cette carte fonctionne dans les châssis 4500E avec les sub-7 et sub-8. Sub-7 E, sub-7 Lite E et sub-8. D'accord? Donc, si demain vous avez un châssis, sans changer la sub, sans rien changer, vous rajoutez juste une carte et vous bénéficiez du mGig et vous continuez d'avoir vos ports giga à côté. Sur le 3850, on a introduit 2 nouveaux switches. Et ça, dès le début, je vous le dis, ce sont des switches qui sont stackables avec les autres 3850. Vous avez un 3850, vous avez acheté un 3850 il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, vous faites évoluer votre stack avec quelques ports mGig, vous rajoutez juste un élément dans la pile. Donc on peut en stacker jusqu'à 8, contre 9 quand on n'est pas en mGig. On a une petite restriction à ce niveau-là, mais pas grand-chose. De ce que je vois généralement, des stacks à 8, j'en vois quand même assez rarement. Et là, on a 2 modèles. On a un premier modèle qui a 48 ports, dont 12 en mGig. Là, on continue de supporter Universal PoE, donc 60 watts par port, Energy Efficient Ethernet, MACsec sur tous les ports. Et le deuxième switch qu'on a sorti, c'est un switch 24 ports mGig, dans lequel on a une performance maximale, puisqu'on a, sur ces 24 ports, on peut supporter le multi-gigabit Ethernet. Donc, à nouveau, tous ces switches, tous les 3850, que ce soit les 3850 fibres, les 3850 cuivre, les 100 000 cuivre, et ces 3850 mGig se stackent entre eux. Donc, vous avez bien compris, deux modèles. Un modèle où on a juste 12 ports mGig, un peu comme sur la carte du 4500, et un modèle performance où on a juste 24 ports mGig, mais au moins ils peuvent tous fonctionner en mGig avec un ASIC QLDP qui a été amélioré pour supporter plus de performance, pour supporter la performance sur ces ports. Le troisième équipement sur lequel on supporte la technologie mGig, c'est le 3560CX. Alors, un des 3560CX, parce que la gamme de switch compact, elle a un peu changé depuis quelques temps. Donc on a globalement du 2960C pour l'accès Fast Ethernet, du 2960CX pour de l'accès Gigabit Ethernet Layer 2, 3560CX pour la partie Layer 2, Layer 3 et services avancés. Donc ce sont des switches qui sont sans ventilateur, qui ont support jusqu'à 8 ou 12 ports globalement, et qui ont les mêmes fonctionnalités que leurs grands frères. Donc c'est parfait pour aller étendre le réseau dans différents endroits ou pour modifier un peu les architectures comme on le verra tout à l'heure. Donc le 3560CX que l'on a sorti qui supporte mGig ressemble à ça. On a 2 uplinks
10 gigabits Ethernet SFP+, pour pouvoir se connecter au reste du réseau, 6 ports giga en PoE+, et on a 2 ports multi-gigabit Ethernet PoE+. Donc on va pouvoir connecter soit 8 équipements, ou alors 6 plus 2 access points. On va pouvoir également utiliser ces ports multi-gigabit Ethernet pour connecter le switch, ce switch-là, au switch en amont du réseau, donc le switch d'accès, quand on va vouloir étendre le réseau dans une salle de réunion. Si jamais on a du câblage cuivre, on va pouvoir utiliser la technologie mGig pour connecter ce switch en plus que 1 gigabit par seconde. On va pouvoir faire du 2,5 ou du 5 gigabits par seconde sur du cuivre, sur une catégorie 5E ou catégorie 6. Donc grosso modo, voici un peu le type d'architecture qu'on va pouvoir avoir. Donc c'est pas exhaustif, hein, c'est les modifications que ça permet. Eh bien, plutôt que d'avoir dans notre architecture un switch ou un stack de switch par local technique d'étage, on va pouvoir avoir éventuellement des boucles dans les étages de plusieurs switches et du coup réduire un peu la quantité de câblage qui est nécessaire. Et sur un des éléments de ces boucles, un de ces switches compacts, on va pouvoir connecter un access point et avoir du multi-gigabit entre le switch compact et le point d'accès. Et avoir des boucles, bien évidemment, en 10 gigabits Ethernet. Donc ça, c'est le type d'architecture en boucle. D'autres architectures sont possibles. Bon, ça dépend évidemment du câblage, mais j'imagine pas forcément qu'on ait ça partout. Mais pour quelques switches, on peut très bien imaginer connecter switch compact directement sur la distribution, via des fibres. Et vous savez que ces switches compacts peuvent également être vus comme des cartes d'interface du Catalyst SICA via la solution Instant Access. J'ai déjà parlé de cette solution à plusieurs reprises. Instant Access, vous ne managez plus le switch d'accès, il est vu après vraiment, enfin le port du switch d'accès, du switch compact devient vu comme un port du switch de distribution. Alors ça, c'est pas exhaustif, on a bien d'autres possibilités qui sont possibles grâce à ce switch compact. Mais bon, après, je vous laisse voir tout ça et puis éventuellement revenir vers moi si vous avez des questions sur des architectures sur lesquelles vous voudriez travailler. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que entre le support d'Instant Access, le support de protocoles comme REP, le support de MACsec, etc., ces architectures sont vraiment possibles, parce que là, quand on va commencer à mettre des switches, par exemple dans des faux planchers, dans des faux plafonds, on a quand même pas mal de questions en termes de sécurisation. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vient mettre un sniffer sur mon switch? Est-ce que si quelqu'un se connecte à mon switch, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ces switches intègrent d'emblée des mécanismes de chiffrement sur les uplinks, des mécanismes d'authentification du 802.1x, des mécanismes de gestion des boucles, j'en ai parlé REP, etc., qui vont nous permettre réellement de déployer cette architecture sans avoir de risque en termes de compromission du réseau. Alors, je vous propose maintenant de voir un petit peu les exemples d'utilisation du multi-gigabit Ethernet. C'est juste un slide, mais pour l'instant, je vous ai parlé uniquement du Wi-Fi. Et on va voir que finalement, on a plusieurs autres possibilités. Et ça, c'est de ce que j'ai pu voir également avec les clients avec qui je travaille, des besoins qui me sont remontés assez fréquemment. Et je vous propose de voir un petit peu comment je vois cette technologie utilisée au-delà du 802.11ac ou F2, bien sûr, que j'ai repris comme premier exemple. Le deuxième exemple que je vois, c'est qu'on a des campus et on a des data centers. Alors, sur nos data centers, on a pléthore de serveurs et on a des solutions, bien évidemment, pour connecter ces serveurs, 10 Go, 40 Go. Donc, vous connaissez peut-être certainement notre gamme Nexus qui est parfaitement adapté pour connecter ces serveurs.
on a parfois le besoin sur le campus de connecter quelques serveurs ou quelques appliances à des débits supérieurs au gigabit Ethernet. Notamment, des fois, on aimerait bien avoir un port 10 gigabit Ethernet sur le campus. Sur la gamme Catalyst, le 10 gigabit Ethernet en basse T, c'était pas forcément là où on avait le plus de solutions. Donc, avec la solution MGig, multi-gigabit Ethernet, pardon. Alors, MGig, c'était le petit nom qu'on utilisait jusque-là. Le nom officiel, c'est multi-gigabit Ethernet. C'est un peu plus compliqué à dire, mais je m'y habitue. On va pouvoir connecter ces serveurs peut-être plus simplement sur le campus. Mais attention, hein, je ne parle pas d'un data center. Je parle quand on a 2-3 appliances à raccorder sur le réseau. Ben, je pense que on aura parfois, on sera bien content de pouvoir trouver ces cartes ou ces nouveaux switches multi-gigabit Ethernet pour faire ça. Le troisième cas d'utilisation que j'ai parfois rencontré avec certains clients, c'est d'avoir des utilisateurs, on appelle ça parfois des power users, des utilisateurs spécifiques qui ont besoin, qui ont des postes de travail assez gourmands. Notamment, j'ai vu ça pour la conception assistée par ordinateur. Je pense qu'il y a d'autres exemples pour de la recherche. Avec pour certains chercheurs, des besoins de monter un petit peu en débit quand c'est possible. Donc voilà. Et là, je pense, alors que ça soit en 10 gigabit Ethernet quand on a un câblage catégorie 6A, mais à des débits intermédiaires quand on n'est pas en catégorie 6A. Et du coup, je pense que ça va être aussi une des utilisations du multi-gigabit Ethernet. Le quatrième point, ça j'en ai parlé brièvement quand j'abordais les switches compacts, c'est quand on va vouloir étendre le réseau vers un switch compact. Aujourd'hui, on le fait en fibre quand on a la fibre. Quand on a une salle qui est câblée en cuivre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute notre switch compact. Généralement, on est en catégorie 5E ou catégorie 6. On est connecté en giga. Maintenant, on pourra être connecté en 2 giga 5, 5 giga et avoir du coup d'autant plus de bandes passantes. Voilà les quatre usages principaux que je vois. Alors après, je ne suis pas devin non plus. Je pense que on aura globalement partout où vous avez autre chose que du catégorie 6A et que vous avez besoin de monter dans les débits, on sera content de trouver un switch multi-gigabit Ethernet. On n'aura peut-être pas besoin sur tous les ports, et d'ailleurs c'est pas l'option qu'on a choisie, c'est d'avoir quelques ports multi-gigabit Ethernet à notre disposition, déjà pour pas augmenter non plus trop les prix, hein, c'est pour pouvoir nous dépanner là où on en a besoin. Je vous propose rapidement de voir la technologie multi-gigabit Ethernet. Alors oui, c'est une avancée d'Ethernet. Oui, on touche à Ethernet. Et oui, c'est bien. Parce que si on n'avait pas touché à Ethernet, on serait encore... vous reconnaissez peut-être les débuts d'Ethernet en début des années 80. Éventuellement du coax. On a vraiment notre média partagé. Hein. Aujourd'hui, on ne parle pas tellement de CSMA-CD, ou alors c'est vraiment quand on s'est trompé et qu'on est encore connecté en F-duplex parce qu'on s'est trompé sur la négociation des ports et on voit des paquets loss. Donc oui, on continue à faire avancer Ethernet et c'est tant mieux. Alors ces avancées, on en a eu plusieurs dans le passé, 10 mégas, 100 mégas, 1 giga en 2000, 10 gigas un petit peu après 2003 je crois. Et après on a eu deux avancées de débit. Hein. Si vous voyez, c'est vraiment l'Ethernet a vraiment avancé dans les débits. L'idée c'était d'augmenter les débits. Et là on a vu deux avancées simultanées avec du 40 gigas et du 100 gigas. Et encore aujourd'hui, on a encore pas mal de clients, bon 40 gigas, 100 gigas. Je veux dire, on se pose quand même moins la question qu'avant. Clairement côté transport pour les opérateurs, c'est le 100 gigas. Pourquoi? Parce que ça correspond aussi à des technologies de transmission optique, avec des technologies de transmission cohérentes où on va faire carrément des meilleurs résultats en 100 gigas qu'en 10 gigas sur la transmission optique, parce qu'on est sur des technologies de transmission améliorées. Le 40 gigas, c'est une solution qui sera peut-être plutôt dans le data center pour interconnecter les équipements entre eux et éviter de faire des Etherchannels, des agrégations de plusieurs ports. Donc ça, c'est là où on est aujourd'hui. Les nouveaux standards, alors on va parler de 2,5 gigas, alors ça c'est la multi-gigabit Ethernet.
donc prévus pour être sortis officiellement l'année prochaine, les standards. Et puis on parle aussi de 25 gigabits Ethernet. Alors c'est un standard qui est plutôt côté data center. Et on a d'autres standards en cours de développement. Alors on va parler de 50 gigabits Ethernet, la data center, 400 gigabits par seconde, 400 gigabits Ethernet sur la partie plutôt opérateur. On cherche toujours à transmettre plus de données. On a de plus en plus de contenu à transporter sur nos liens. Et puis ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi des réflexions sur d'autres futurs standards. Alors on va parler de débit à plus d'un terabit par seconde en Ethernet. Heureusement, on continue d'avancer. Alors là, je vais revenir un petit peu à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le 2 giga 5 et le 5 gigabits par seconde. Pour le campus, on comprend bien finalement qu'à chaque fois, on fait évoluer la norme pour s'adapter à un contexte. Bien évidemment, ce n'est pas l'opérateur qui va s'amuser à utiliser le 2,5 gigabits par seconde, ni dans le data center. C'est vraiment lié au contexte de câblage. Et finalement, c'est vraiment comme ça qu'évolue la normalisation et on n'est pas tout seul. On a été très actif pour démarrer une alliance. Alors ça, c'était fin 2014, au milieu 2014, qu'on appelait la N-BAST Alliance. On voit bien que c'est pas le 1000 BAST, c'est N-BAST, c'est pour avoir ces fameux débits intermédiaires, où on a commencé à promouvoir l'utilisation du 2,5 et 5 gigabits par seconde. Donc on a 30 entreprises qui participent et qui ont commencé, alors des entreprises qui sont dans des systèmes comme nous, dans des fabrications de composants, d'ASIC, etc., qui se sont ralliés, notamment quand on voit Intel, plutôt rassurant de pouvoir voir qu'il y a quand même beaucoup de monde qui travaille sur le sujet aujourd'hui. Donc c'est une alliance qui a été premièrement créée pour pouvoir commencer les discussions, les travaux sur ce multi-gigabit Ethernet. Alors, à travers cette alliance, on a eu notamment à Interop Las Vegas cette année, commencé à faire des tests d'interopérabilité entre plusieurs constructeurs, notamment des fabricants de NIC, des AP, des switches. Doit s'assurer que finalement tout ça marche en 2,5, 5 Go et qu'on a bien une auto-négociation, parce que ça c'est un point que j'ai peut-être pas bien abordé, mais on a bien une auto-négociation en fonction de la capacité de transmission sur les différents liens. Alors, la N-BAST Alliance, c'est une chose, mais ce n'est pas l'entité qui va faire la standardisation. Tout ce qui est standardisation, tout ce qui est data link, c'est l'I3E. Et tout ce qui est Ethernet, c'est 802.3. Donc, au sein du groupe 802.3, on a lancé, tous ensemble, et notamment c'est la N-BAST Alliance a servi à ça, à faire un appel à intérêt autour d'un accès et on a commencé à avoir un groupe de travail, la force qui s'est formée en mars 2015, où on a accepté, on a décidé d'accord sur l'objectif de fixer des intermédiaires à 1,5 giga pour les fameux câblages. Donc c'est vraiment tout ce que je vous ai raconté là, c'est vraiment validé aujourd'hui comme objectif de la task force. On a eu le premier meeting le mois dernier en mai, où globalement on a accepté les principes de base du futur standard. On aura d'autres meetings, bien évidemment, juillet, septembre, novembre, et on va suivre les règles de l'I3E. Si 75% des gens du groupe sont d'accord, eh bien on avance. Voilà. Donc, vous pouvez suivre tout ça est public. Vous avez mis ici alors les liens vous les voyez pas, mais si vous me les demandez, je vous les enverrai avec plaisir. De toute façon, je cherche quelques petites recherches sur Internet, vous allez vite trouver tout ça. Mais le message, c'est vraiment on a vite de vous dire qu'on a compris qu'on n'allait pas travailler seul là-dessus. On travaille tous ensemble. Là, on a sorti des produits parce que
donc on avance bien. Ce n'est pas la première fois que Cisco, on va dire, devance un peu la standardisation. C'est aussi ça l'innovation. Alors, maintenant, si on va regarder d'un peu plus près les débits à 2,5 et 5 gigas, ce qui est intéressant, c'était de regarder un petit peu, de comparer le gigabit Ethernet et le 10 gigabit Ethernet. Alors ça, je ne vais pas passer trop de détails sur ce slide. Déjà, je serais incapable de vous faire le détail de la modulation du 10 gigabit Ethernet, même si c'est pas inintéressant. Mais globalement, il y a plusieurs choses qui vont changer. Alors, avant de voir ce qui a changé, on va regarder sur ce qui est similaire, c'est qu'on va utiliser les 4 paires de l'aperture SAD pour le giga et le gigabit Ethernet. On a de l'autonégociation. Maintenant, ce qui change, eh bien, c'est la première chose, ça va être la fréquence. Certains me... Excusez-moi, dans le WebEx, on me fait signe qu'il y a peut-être un problème de son. D'accord. Bon, j'espère que visiblement c'est revenu, donc je vais continuer. Donc, ce qui est similaire entre le gigabit Ethernet et le 10 gigabit Ethernet, hein, c'est l'utilisation des 4 paires, de l'autonégociation qui va nous permettre de décider de la vitesse et notamment de la fréquence d'horloge à utiliser. Et principalement, ce qui va changer, ça va être cette fréquence d'horloge. C'est-à-dire, forcément, de 10 gigabits Ethernet, on va transmettre à 400 MHz, contre 62,5 MHz sur le gigabit Ethernet. Pourquoi? Parce que on va s'adapter au câble. Si je prends un câble catégorie 5E, c'est 100 MHz maximum. Donc, si je transmets un signal à 400 MHz sur mon câble catégorie 5E, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier point qui change entre les deux normes. Maintenant, le deuxième point qui va changer, c'est les techniques de modulation. On va avoir une meilleure efficacité en 10 gigabit Ethernet, parce que via des technologies de modulation, on va être en PAM16 contre du PAM5 et on va utiliser une transmission en 2 dimensions avec tout ce qui est DSQ 128. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura la possibilité de transmettre davantage d'informations par symbole. Alors pourquoi on a des virgules, etc. Parce qu'on va utiliser des codes des low density parity check code, donc des codes de vérification de parité. On va utiliser aussi des meilleurs algorithmes de détection d'erreurs. Donc, ce qui fait que finalement, quand on va, par exemple, transmettre un certain nombre de bits, on aura un nombre de bits utiles un peu plus réduit. Donc, c'est pour ça qu'on a ces virgules, c'est parce que derrière, on a ces bits qu'on ne peut pas prendre en compte dans le calcul, qui sont rajoutés par le protocole. Comme vous voyez la façon d'arriver, c'est le mégahertz fois le nombre de paires fois le nombre de bits qui sont transmis par seconde, et là, vous atteignez le débit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, et là, vous allez vite comprendre ce qu'on a fait. Si je prends mon 1000 bases T à 62,5 MHz et à 4 bits par seconde, par mégahertz, par hertz, pardon, excusez-moi, bien évidemment. Si je compare avec mon 10 gigabase T, je vous ai dit, c'est 400 MHz. Et par contre, là, j'ai 6,25 bits par seconde et par hertz. Et là, ce que vous avez, c'est les lignes verticales. Ce sont les limites en termes de mégahertz des différents câbles. Un câble catégorie 5E, en théorie, c'est 100 MHz maximum. Et un câble catégorie 6, c'est 250 MHz maximum. Donc, ce qu'on va faire, on va pouvoir dire, finalement, si je transmets sur mon câble catégorie 5E avec les mêmes propriétés, donc 6,25 bits par seconde par hertz, et si au lieu de m'arrêter à 60,5 MHz, je vais jusqu'à 100 MHz qui est la limite du câble, finalement, je peux transmettre davantage d'informations. C'est comme ça qu'on arrive à 2,5 gigabits par seconde. Vous avez bien compris, la même chose pour la partie 5 gigabits par seconde, où là, on va s'arrêter à 200 MHz sur le câble. D'accord? C'est comme ça qu'on a ces paliers intermédiaires.
Alors, est-ce que tout ça, c'est une réalité? Ben, pareil. Que prévoient nos analystes? Ben, déjà, ils nous disent une chose qui est assez intéressante, c'est qu'à partir de cette année, je n'ai pas la date exacte, vous m'excuserez, eh bien, on a plus de trafic Wi-Fi que de trafic filaire. Donc, on comprend l'importance pour le réseau filaire de s'adapter au réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, et ça, c'est vraiment... les choses ont changé vraiment en quelques mois, parce que les annonces autour du 802.3BZ, l'I3E, la N-Bast Alliance, tout ça, c'est des choses assez récentes. Aujourd'hui, les analystes prédisent qu'en 2019, on aura plus de 20% des ports qui seront en multi-gigabit Ethernet. Donc, c'est une réalité, c'est important. Donc, aujourd'hui, pour certains, ça semble pas forcément utile dans l'immédiat, mais à nouveau, on est aussi en train de préparer l'avenir. Et quand on change un switch, il faut se projeter parfois un peu loin parce que c'est pas quelque chose qu'on garde un an. Voilà, ça c'est la réalité autour du multi-gigabit Ethernet, enfin la réalité. Bon, les projections actuelles, c'est ce qu'on attend. Donc on attend vraiment une adoption très rapide de la technologie. C'est pour ça qu'on n'a pas attendu la standardisation pour sortir nos produits. Voilà. Donc j'ai terminé à l'heure sur la partie multi-gigabit Ethernet. Je profite de l'instant pour vous donner quelques autres nouveautés sur le switching campus. Ça va aller très vite, donc je m'autorise un petit débordement. Le premier, ce sont des nouveaux switches 3850. Je vous ai dit, on a augmenté la performance de l'ASIC, notamment pour la partie multi-gigabit Ethernet, l'ASIC UADP. Eh bien, on a deux nouveaux switches 3850 10 Go qui sont 12 ou 24 ports SFP+. D'accord ? 12 ou 24 ports 10 Go SFP+, stackables avec les autres équipements. Dans le même stack, vous allez mettre vos 3850 d'il y a 3 ans, vos 3850 multi-gigabit Ethernet, vos 3850 Fiber gigabit Ethernet et vos 3850 Fiber 10 gigabit Ethernet. Donc finalement, et ça c'est l'architecture un peu de la pile qui est, vous vous rappelez, ça j'en ai parlé, c'est en non-stop forwarding, enfin NSF, SSO, enfin SSO, on est en stateful switchover entre un switch actif et un switch qui est en stand-by, et après on va pouvoir utiliser NSF pour avoir une convergence optimale quand on a une perte du master. Eh bien, on a finalement dans une pile si on regarde une pile de 3850 et si on regarde à côté un châssis, bah finalement on a aujourd'hui très peu de différence parce qu'on va avoir les mêmes propriétés d'un point de vue redondance de l'équipement et les mêmes propriétés également en termes de type d'interface disponible. Les autres avancées, ce sont les modules d'uplink. On a sorti deux modules d'uplink qui sont un module 2 ports 40 Go QSFP ou alors 8 ports 10 Go SFP, SFP+. 80 Go non bloquants. Attention quand même, ces modules d'uplink nécessitent une performance au niveau de l'ASIC, l'ADP, qui n'est disponible que dans les 3850 multi-gigabit Ethernet, que j'ai présenté tout à l'heure, et ces 3850 Fiber 10 gigabit Ethernet que je présente maintenant. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les uplinks des 3850 précédents sont compatibles avec les 3850, ces nouveaux 3850. Toujours, on s'arrange. Ce qui marchait avant continue de marcher. Maintenant, les nouveaux, les plus performants, ne pourront pas fonctionner dans les anciens 3850. Donc après, petite parenthèse, quand vous allez commander un 3850 10 Go, vous n'allez pas forcément voir 12 ou 24 ports. Vous allez voir des modèles 12, 16, 24 ou 32 ports. Pourquoi? Parce que finalement, vous commandez le nombre de ports, en fonction du nombre de ports que vous commandez, on va vous mettre le module qui va bien. Il arrive et il est déjà livré avec le nombre de modules. Attention quand même,
ces deux modules d'uplink ne fonctionnent qu'avec les switches multi-gigabit Ethernet. Quand je dis qu'ils fonctionnent avec les switches 10 gigabit Ethernet, non, ils fonctionnent qu'avec les switches 10 gigabit Ethernet 24 ports. Parce que c'est là qu'on a davantage de performance sur les modèles 24 ports, et c'est là qu'on va pouvoir utiliser les 80 gigabits, donc soit 8 fois 10 gigas ou soit 2 fois 40 gigas. Un rappel sur un 2960X qui est assez méconnu, qui est, on va dire, un intermédiaire entre un switch compact et un switch qu'on va mettre dans un LTE. On va avoir, c'est un switch qui est fanless, fait pas de bruit, et vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Donc l'avantage par rapport à un switch compact, c'est qu'on a plus que 8 ports ou 12 ports. On va avoir 24 ports. Après, il prend un petit peu plus de place, mais il reste silencieux. Donc ça, on a pas mal d'exemples où parfois, on doit mettre un switch, on ne sait pas trop où le mettre. J'imagine parfois dans des salles où on a des régies vidéo, on a besoin de connecter des équipements. Il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. On peut mettre ce type de switch, mais il y a plein d'autres usages qu'on a. On a vu des besoins parfois d'avoir des switches sous des escaliers où il ne fallait pas que ça fasse de bruit. Donc voilà. Après, je vous laisse voir un peu comment vous pouvez utiliser cet équipement. Donc il n'est pas nouveau, mais il est assez méconnu, donc j'ai voulu en reparler ici. Une dernière innovation, c'est un 3560CX. Alors on a sorti un premier 3560CX, je vous ai dit il y en a plusieurs. On a sorti un en janvier qui supportait notamment Instant Access. On en a sorti un autre à l'instant qui supporte le multi-gigabit Ethernet, et on en a un autre qui sort à l'instant également, qui supporte ce qu'on appelle le Perpetual Power over Ethernet. C'est-à-dire quand le switch reboot, eh bien on continue de distribuer du PoE aux équipements. Ça c'est vraiment important, c'est avec ce type de switch, aujourd'hui on est en train de faire des architectures vraiment innovantes dans des bâtiments ultra connectés, des bâtiments intelligents, où on va même alimenter les lumières au plafond. On parle de Light as a Service. On va alimenter les dalles, les plafonniers en LED, qui sont des plafonniers LED, en PoE+, voire de l'UPoE. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de retirer des câbles à chaque fois, eh bien c'est qu'on amène de l'énergie sur un switch, notamment ce type de switch compact, et après, on va alimenter ces plafonniers depuis le switch compact. Et là, on a un contrôle de l'énergie parce qu'on ne va pas se contenter de donner de la puissance, on va pouvoir contrôler depuis le réseau tout l'éclairage du bâtiment. L'éclairage, on peut faire bien d'autres choses, mais l'éclairage, c'est un des exemples. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous allez mettre en place un interrupteur, vous n'allez pas vous réfléchir à savoir si l'interrupteur est câblé à telle ou telle lampe. Un interrupteur va se contenter de donner un ordre global à une application qui va éteindre les bonnes applications, les bonnes lampes. Donc ça, c'est quand même assez sympa. C'est le jour où vous avez un redécoupement des espaces, etc. Vous déplacez vos interrupteurs, vous déplacez ce que vous voulez. Finalement, vous pouvez tout reprogrammer assez simplement. Là, aujourd'hui, ça demande des travaux extrêmement coûteux, avec du personnel qui nécessite d'avoir des accréditations pour travailler sur des courants forts, sur le 220, tandis que là, vous travaillez sur des courants faibles. N'importe qui a le droit aujourd'hui, pas besoin d'accréditation pour tirer un câble RJ45. On voit que ça change la donne également dans le bâtiment. Donc on a commencé à travailler sur des bâtiments avec ce type d'équipement. Si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers moi. On prend ce sujet vraiment très au sérieux. Et on a des choses à montrer. J'avais blogué là-dessus, je pense que c'était en octobre dernier. Et on continue. Alors il y a des éditeurs, il y a Philips notamment, mais c'est pas les seuls. On a aussi des gens en France qui travaillent sur le sujet pour faire des dalles en LED qui sont éclairées en PoE. Alors, je vais parler beaucoup de l'éclairage
de l'éclairage connecté. C'est pas la seule application de ce perpétual PoE, mais c'est un sujet que j'aime bien, que je trouve assez intéressant. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Et puis ça sera tout, je pense, pour aujourd'hui. Presque à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais bloguer, je pense, dans les jours à venir pour parler de ces nouveaux switches. J'avais parlé récemment du multi-gigabit Ethernet. Là, je vais plutôt parler du matériel, moins de la technologie. Et écoutez, si vous avez des questions, je propose de regarder rapidement dans le Q&A s'il subsiste quelques questions. Alors, je vois qu'il y a une question sur la distance max, pas minimum. Alors c'est un petit peu, c'est bien une distance minimum. C'est ça qui est c'est un petit peu délicat. Donc si on va prendre la norme, alors c'est le tableau de distance, j'hésite à le montrer. Mais d'ailleurs, un collègue qui est en charge, qui est Peter Jones, qui est en charge de la standardisation du 2,5 GHz, 5 GHz au sein de Cisco, m'a dit attention à ce tableau, tu ne devrais peut-être pas le montrer, c'est un petit peu compliqué. C'est bien des distances minimum, c'est-à-dire la norme 802.3 BZ indique qu'on devra faire 2,5 gigabits par seconde sur du câble catégorie 5E sur une distance minimum de 100 mètres. Il faudra que ça marche pour 2 mètres, 10 mètres, 80 mètres, 100 mètres. Au-delà, ça marchera peut-être, mais la norme ne le dit pas. Hein, donc on parle bien, il faut que ça marche jusqu'à 100 mètres. C'est un peu ce que je vous disais, c'est aujourd'hui le gigabit Ethernet, on sait le faire jusqu'à 220 mètres. D'accord? La norme dit que c'est 100 mètres. C'est pour ça que c'est des distances minimum. Alors après, la question c'est y aura-t-il des bornes concurrentes compatibles à MGig ou multi-gigabit Ethernet ou bornes concurrentes ou bornes Cisco ou bon. Oui, le marché travaille dessus. De toute façon, il suffit de regarder qui est actif au sein de la NBASD Alliance, de l'I3E. Quand on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas pour plusieurs raisons, c'est que tout ce qui est Wave 2 tarde un petit peu à venir. Enfin, je veux dire, on en est juste au Wave 1 qui vient de sortir, donc on n'est pas forcément pressé pour sortir le Wave 2. Après, moi, je suis pas l'expert du Wi-Fi, donc je vais pas m'amuser à trop en dire. Mais la norme n'est pas complètement certifiée, encore moins ratifiée. Et puis, on vient de sortir le 802.AC, donc on va dire qu'il est urgent d'attendre. Ça ne sert à rien d'aller vite sur pour passer immédiatement sur du Wave 2. L'important, on pense, c'est quand même de préparer l'infrastructure. Hein, pour que le jour où on veuille connecter ces AP, eh bien, qu'on soit pas limité. C'est pas, ah mince, j'ai acheté des switches 100 mégabits Ethernet, du fast Ethernet à l'accès. Mince, j'ai pas prévu le coup. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, on a pas mal de discussions avec des clients où d'un côté, on leur dit voilà, tout va passer Wi-Fi, tout passe Wi-Fi, tu n'as plus besoin de oublie les switches. À un moment donné, si tout passe Wi-Fi, il y a quand même besoin de connecter ces API quelque part. Et ça, justement, la solution des switches compacts, elle est quand même vraiment intéressante. C'est-à-dire, peut-être tout passe Wi-Fi, mais il faut bien connecter notre API quelque part. Puis je vous ai parlé de l'API, il n'y a pas que les API. On voit grosso modo une transition, c'est vrai que le port gigabit Ethernet dévolue au poste de travail et puis au téléphone. Ça, on voit que ça continue quand même un petit peu. Mais on voit aussi une transition de l'utilisation du port Ethernet pour, on va dire, du bâtiment connecté, que ce soit des capteurs partout dans le bâtiment qui aujourd'hui ont leur bus dédié. Je vous ai parlé de l'éclairage, mais il y a bien d'autres applications dans le bâtiment qui utilisent des réseaux dédiés. On voit une convergence vers l'Ethernet. Nous, on
pousse vers cette convergence, parce que l'histoire Cisco s'est toujours formée autour de la convergence autour de l'IP, et du coup, eh bien, avoir ces switches compacts, ça permet également de connecter tout type de device. Donc c'est pas incompatible, je veux dire, on n'est plus incompatible entre le fait d'augmenter les débits et de supprimer éventuellement quelques endroits pour positionner des switches avec des architectures innovantes basées sur des switches compacts. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé un petit peu du de la standardisation. Donc, ça, j'ai parlé que on travaillait ensemble. Hein, je vous ai parlé des tests interop. Vous avez bien compris que le multicabit Ethernet, ça nécessitait un hardware dédié. Hein. C'est comme quand on va parler de PoE ou pas PoE. Il faut évidemment un équipement qui supporte la fonction. Donc, et à chaque fois, on essaie de le faire assez proprement. C'est-à-dire, pour le 3850, on rajoute un équipement dans le stack, donc il n'y a pas besoin de tout changer. On rajoute peut-être par stack, ça va être un équipement en plus qui va supporter le multicabit Ethernet. Et sur le 4500, eh bien, on va pouvoir changer une carte, on garde la SUP, on garde le châssis, on garde les autres cartes, il y a une seule carte qui supportera un multicabit Ethernet qui pourra nous dépanner. Voilà, donc je vois que Tao a répondu à la plupart des questions. Je voulais juste être sûr que sur les questions les plus intéressantes, vous avez entendu les messages principaux. Et je propose d'arrêter ici. Voilà. Je pense que toutes les questions ont été répondues. Merci Tao pour tes réponses. Merci à vous tous. Je vois que ça a été très animé aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur le blog. N'hésitez pas à cliquer, à partager les articles s'ils vous intéressent, à en parler autour de vous et puis à revenir vers moi surtout si vous voyez des intérêts, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. Je pense qu'on fera un prochain webinaire. Je voudrais parler dans un prochain webinaire de FlowSpec. On supporte depuis pas mal de temps sur iOS XR et maintenant sur iOS, sur nos ASR, ISR 4000, sur FlowSpec pour tout ce qui est protection contre les DDoS. Bon, les partenariats qu'on a avec Arbor Networks notamment. J'ai plus qu'à trouver une date, ce sera peut-être en juillet. Donc voilà, prochaine nouveauté sur le blog et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.